La pièce se passe à Paris. Harpagon est un vieil avare qui a 2 enfants, Cléante et Élise. Élise aime Valère, un domestique de son père, qui l'aime aussi. Ils se sont signés une promesse de mariage. Cléante est tombé amoureux de Marianne, une jeune femme pauvre qui vit avec sa mère. Harpagon a très peur qu'on lui vole sa cassette, qui contient 10 000 écus. Il l'a enterrée dans son jardin. Harpagon annonce à ses enfants qu'il veut les marier. Il destine Élise au seigneur Anselme et Cléante à une veuve de sa connaissance. Il leur apprend aussi qu'il veut se marier à Marianne. Élise ne veut pas se marier. Harpagon demande à Valère de juger qui, de deux, a raison. Celui-ci se trouve donc dans l'embarras. Il fait semblant de donner raison à Harpagon, mais il reste vigilant et n'hésiterait pas à s'enfuir avec Élise si la situation le nécessitait. Cléante veut emprunter 15 000 francs. Il s'arrange avec un prêteur, mais ce dernier réclame un taux exorbitant et y ajoute des conditions invraisemblables. Finalement, Cléante découvre que le prêteur n'est autre qu'Harpagon. Le père et le fils s'opposent violemment. Frosine fait croire à Harpagon que Marianne a une prédilection pour les vieillards et qu'elle accepte de l'épouser. Harpagon a invité Marianne à dîner et ordonne à ses domestiques de s'occuper des différentes tâches. Il demande aussi à Maître Jacques de ne pas dépenser trop d'argent pour le dîner. Une dispute éclate entre Valère et Maître Jacques qui reçoit des coups de bâton. Finalement, Marianne arrive avec Frosine pour rencontrer Harpagon. Dès le premier regard, celui-ci la dégoûte. Cléante arrive et les 2 jeunes gens se font comprendre leur amour l'un pour l'autre en prenant soin qu'Harpagon ne comprenne pas. Soudain, un valet arrive et dit à Harpagon que quelqu'un vient lui apporter de l'argent. Celui-ci sort pour voir. Comme Harpagon est sorti, Cléante, Élise, Marianne et Frosine peuvent parler tranquillement. Frosine est désolée de ce qu'elle a fait et promet à Cléante et Marianne de les aider. Quand Harpagon revient, il prend Cléante à part et lui fait avouer, par la ruse, ses sentiments pour Marianne. Harpagon est très en colère et menace de frapper son fils, mais Maître Jacques arrive et s'interpose. Il fait croire aux 2 hommes que l'autre a renoncé à Marianne, puis les laisse s'expliquer entre eux. Cléante et Harpagon comprennent alors que ni l'un ni l'autre n'y a vraiment renoncé, et se querellent encore plus. Cléante sort, énervée. Il croise son valet, la Flèche, en chemin. Celui-ci porte une cassette dans ses bras. Harpagon est désespéré lorsqu'il apprend le vol de sa cassette et fait quérir le commissaire. Le commissaire et Harpagon commencent par interroger Maître Jacques. Celui-ci, pour se venger, leur fait croire que c'est Valère qui a volé la cassette. Harpagon va donc voir Valère pour lui faire avouer son crime. Celui-ci, qui n'a pas volé la cassette, pense qu'Harpagon parle du fait qu'il aime Élise. Il finit par avouer qu'ils se sont signés une promesse de mariage. Harpagon, en colère, réunit tout le monde, y compris le seigneur Anselme et Marianne. Harpagon les informe de l'affront que les 2 amoureux lui ont fait. Valère révèle alors ses origines nobles, sous le regard étonné de Marianne, qui lui apprend qu'elle est donc sa sœur. Le seigneur Anselme leur demande des preuves, avant d'avouer qu'il est en fait leur père. Finalement, Harpagon consent au mariage si la dot est entièrement payée par le seigneur Anselme. Finalement, Cléante rend la cassette à son père et tout est bien qui finit bien. Eh quoi, charmante Élise, vous devenez mélancolique? Je vous vois soupirer hélas au milieu de ma joie. Est-ce du regret? Dites-moi de m'avoir fait heureux et repentez-vous de cet engagement où mes faits ont pu vous contraindre. Non Valère, je ne puis me repentir de tout ce que j'ai fait pour vous et je m'y sens entraînée par une douce puissance, mais je crains fort vous aimer un peu plus que je ne devrais. Et que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, 100 choses à la fois, l'emportement d'un père, les reproches d'une famille, les censures d'un monde, mais plus que tout Valère, le changement de votre cœur. Et que pouvez-vous craindre, Élise, dans les bontés que vous avez pour moi? Hélas, chacun tient les mêmes discours. Tous les hommes sont semblables par leurs paroles, mais ce n'est que par les actions qui les découvrent différents. Puisque les seules actions font connaître ce que nous sommes, attendez donc au moins à juger de mon cœur par elles. Ne m'assassinez point, je vous prie, et donnez-moi le temps de vous convaincre par 1000 et 1000 preuves de l'honnêteté de mes feux.
Hélas, qu'avec facilité on se laisse persuader par les personnes qu'on aime. Oui, Valère, je crois que vous m'aimez d'un véritable amour et que vous me serez fidèle. Et je retranche mon chagrin aux appréhensions du blâme qu'on pourrait me donner. Mais pourquoi cette inquiétude? Je n'aurais rien à craindre si tout le monde vous voyait des yeux dont je vous vois. Mon cœur, pour sa défense, a tout votre mérite. Cette générosité surprenante qui vous fit risquer votre vie pour dérober la mienne, à la fureur des ondes, et ces soins pleins de tendresse que vous me fîtes éclater après m'avoir tiré de l'eau, vous ont réduit, pour me voir, à vous revêtir de l'emploi de domestique de mon père. De tout ce que vous avez dit, ce n'est que par mon seul amour que je prétends auprès de vous mériter quelque chose. Et l'excès de l'avarice de votre père et la manière austère dont il vit avec ses enfants pourraient autoriser d'autres choses plus étranges. Mais enfin, si je puis, comme je l'espère, retrouver mes parents, nous n'aurons plus beaucoup de peine à nous le rendre favorable. J'en attends des nouvelles avec impatience, et j'en irai chercher moi-même si elles tardent à venir. Non, ne bougez pas d'ici, et songez seulement à bien vous mettre dans l'esprit de mon père. Vous voyez comme je m'y prends? Pour m'introduire à son service, ce quel masque de sympathie et de rapport de sentiments je me déguise pour lui plaire. Mais quand on a besoin des hommes, il faut bien s'ajuster à eux. Ce n'est pas la faute de ceux qui flattent, mais de ceux qui veulent être flattés. Mais que ne tâchez-vous aussi de gagner l'appui de mon frère en cas que la servante s'avisa de révéler notre secret? L'esprit du père et du fils sont des choses si opposées qu'il est difficile d'accommoder ces deux ensemble. Votre frère vient, je me retire. Prenez ce temps pour lui parler et ne lui découvrez de notre affaire que ce que vous jurerez à propos. Je ne sais si j'aurai la force de lui faire cette confidence. Je suis bien aise de vous trouver seule, ma sœur, et je brûle de vous parler pour m'ouvrir à vous d'un secret. Me voilà prête à vous ouïr, mon frère. Qu'avez-vous à me dire? Bien des choses, ma sœur, enveloppées dans un mot. J'aime. Vous aimez? Oui, j'aime. Mais avant que d'aller plus loin, je sais que je dépends d'un père et que le nom de fils me soumet à ses volontés. Que nous ne pouvons point engager notre foi sans le consentement de ceux dont nous tenons le jour. Et que l'emportement de la jeunesse nous entraîne le plus souvent dans de précipices fâcheux. Je vous dis tout cela, ma sœur, afin que vous ne vous donniez pas la peine de me le dire. Vous êtes-vous engagé, mon frère, avec celle que vous aimez? Non, mais j'y suis résolue, et je vous conjure encore une fois de ne point apporter de raison pour m'en dissuader. Suis-je, mon frère, une si étrange personne? Non, ma sœur, mais vous n'aimez pas. Vous ignorez la douce lance qu'un tendre amour fait sur le cœur. Ne parlons point de ma sagesse. Il n'y a personne qui en manque, du moins une fois dans sa vie, et si je vous ouvre mon cœur, serait-ce peut-être à vos yeux bien moins sage que vous? Ah, puis au ciel que votre âme comme la mienne. Finissons auparavant votre affaire. Qui est celle que vous aimez? Une jeune personne qui loge depuis peu en ces quartiers, et qui semble faite pour donner de l'amour à tous ceux qui la voient. Je me sentis transportée dès que je la vis. J'en vois beaucoup, mon frère, dans tout ce que vous me dites. Et pour comprendre qui elle est, il me suffit que vous l'aimiez. Concevez quel déplaisir se met de voir que par l'avarice d'un père, je sois dans l'impuissance de faire éclater aucun témoignage de mon amour. Je conçois assez quel doit être votre chagrin. Ah, il est plus grand qu'on ne peut le croire. Et que nous servira d'avoir du bien s'il ne nous vient que dans longtemps où nous ne serons plus en âge d'en jouir? Si je suis réduit avec vous à chercher tous les jours de secours des marchands pour avoir moyen de porter des habits raisonnables, enfin, j'ai voulu vous parler pour m'aider à sonder mon père sur les sentiments où je suis. Et si je l'y trouve contraire, et qu'il faille que notre... C'est vrai que tous les jours, il nous donne de plus en plus sujet de regret de la mort de notre mère. J'entends sa voix. Éloignons-nous un peu pour finir notre confidence, et nous joindrons après nos forces pour attaquer la dureté de son humeur. Hors d'ici tout à l'heure et que ne réplique pas. Je n'ai jamais rien vu de si méchant que... Tu murmures entre tes dents. Pourquoi me chassez-vous? C'est bien à toi, Pandare, à me demander des raisons. Sors d'ici avant que je t'assomme. Qu'est-ce que je vous ai fait? Tu m'as fait que je veux que tu sortes. Comment... Mon maître, votre fils m'a donné ordre de l'attendre. Va l'attendre dans la rue et ne sois pas dans ma maison planté tout droit comme un piquet à observer ce qui se passe pour voir s'il n'y a rien à voler. Comment diante voulez-vous qu'on fasse pour vous voler et quand vous enfermez toute chose et faites sentinelle jour et nuit? Je vais faire ce que bon me semble et faire sentinelle comme il me plaît. Ne serais-tu point l'homme à aller faire courir le bruit que j'ai de l'argent caché chez moi? Vous avez de l'argent caché? Non, coquin, je demande si malicieusement tu n'irais pas pour faire courir le bruit que j'en ai. Eh bien, que nous importe que vous en ayez et que vous n'en ayez pas, c'est
Si c'est pour nous la même chose, Sors d'ici encore une fois. eh bien je sors. Attends, n'emporte-tu rien? Que vous emporterai-je? Viens, ça montre-moi tes mains. Les voilà. Les autres? Les autres? Oui. Les voilà. N'as-tu rien mis ici dedans? Ah, qu'un homme comme cela mériterait bien ce qu'il craint et que j'aurais de joie le voler. Comment? Qu'est-ce que tu parles de voler? Je dis que vous fouillez bien partout pour voir si je vous ai volé. C'est ce que je vais faire. La paix soit de l'avarice et des avaricieux. Comment? Que dis-tu? Ce que je dis? Oui, qu'est-ce que tu dis? Je dis que la paix soit des avarices ou des avaricieux. Je crois ce que je crois, mais je veux que tu me dises quand tu dis à qui cela. Je nomme personne. Je te roserai si tu parles. Tenez, voilà encore une poche. Êtes-vous satisfait? Allons, rends-le-moi sans te fouiller. Quoi? Ce que tu m'as pris. Je ne vous ai rien appris du tout. Assurément. Assurément. Va-t'en à tous les diables. Me voilà fort bien quand j'ai dit. Voilà un pendant de valet qui m'incommode fort. Certes, ce n'est pas une petite peine que de garder chez soi une grande somme d'argent. On n'est pas peu d'embarrasser à monter dans toute une maison une cache fidèle, car pour moi les coffres forts me sont suspects. Et je ne sais si j'ai bien fait d'avoir enterré dans mon jardin 10 000 écus qu'on m'ait rendu hier. 10 000 écus en or est une somme assez. Je crois que j'ai parlé haut. Qu'est-ce? Rien, mon père. Y a-t-il longtemps que vous êtes là? Nous ne venons que d'arriver. Vous avez entendu Quoi, mon père? ce que je viens de dire? Non? Je m'entretenais de la peine qu'il y a aujourd'hui à trouver de l'argent et bien heureux qu'il peut avoir 10 000 écus chez soi. Mon Dieu, mon père, on sait que vous n'avez pas lieu de vous plaindre et que vous avez assez de biens. Comment j'ai assez de bien? Ceux qui l'ont dit ont menti. Ne vous mettez point en colère. Cela est étrange que mes propres enfants me trahissent et deviennent mes ennemis. Est-ce être votre ennemi que de dire que vous avez du bien? Oui, de pareils discours. Ceux que vous faites seront cause et qu'un jour vous viendrez chez moi me couper la gorge. Je vous l'ai dit 20 fois, mon fils, toutes vos manières me déplaisent fort. Et pour aller ainsi vêtu, il faut que vous me dérobez. Hé, comment vous dérobez? Où pouvez-vous donc entretenir l'état que vous partez? Moi, mon père, c'est que je joue. Et comme je suis fort heureux, je mets sur moi tout l'argent que je gagne. C'est fort mal fait. Si vous êtes heureux au jeu, vous devriez profiter, mettre au net intérêt l'argent que vous gagnez, afin de le retrouver un jour. Vous avez raison. Laissons cela et passons aux autres choses. Laissons cela et passons aux autres choses. Je crois qu'ils se font signe de me voler ma bourse. Que veut dire ces gestes-là? Nous marchons donc, mon frère et moi, qui vous parlera le premier. Nous avons tous deux quelque chose à vous dire. Eh bien, moi aussi j'ai quelque chose à vous dire, à tous deux. C'est de mariage, mon père, que nous devons vous parler. Et c'est de mariage que je veux vous entretenir. Ah, mon père. Est-ce le mot? Pourquoi ce cri, ma fille? Est-ce le mot? Ou la chose qui vous fait peur? Nous craignons que nos sentiments ne soient pas d'accord avec vos choix. Un peu de patience, ne vous alarmez point. Commençons par un bout. Avez-vous entendu une jeune personne appelée Marianne qui ne loge pas loin d'ici? Oui, mon père. Et vous? J'en ai ouï parler. Comment, mon fils, trouvez-vous cette fille? Une fort charmante personne. Et qu'une fille comme cela mériterait qu'on songeait à elle? Assurément. Et que ce serait une partie souhaitable? Bien sûr. Et qu'un mari aurait satisfaction avec elle? Tout à fait. Il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'on ne pourrait pas prétendre tout le bien. Non. Il y a une petite difficulté. C'est que j'ai peur qu'il n'y ait pas tout le bien avec elle qu'on pourrait prétendre. Ah, mon père, le bien n'est pas considérable lorsqu'il s'agit d'épouser une honnête personne. Pardonnez-moi. Mais si on n'y trouve pas tout le bien qu'on souhaite, on peut regagner de tâcher. Cela sera autre chose. Cela s'entend. Comment? Non, c'est pas ça. Vous êtes résolu? Je suis résolue d'épouser Marianne. Comment? Vous êtes résolu, dites-vous? Oui, d'épouser Marianne. Qui? Vous? Oui, moi. Excusez-moi. Pour vous, j'y trouve quelque bien, ma fille. Donc ce matin, on est venu me parler, et pourtant je donnais au Seigneur en scène. Au Seigneur en scène? Oui, un homme mûr, prudent et sage qui n'a pas plus de 50 ans. Je ne veux point me marier, père, s'il vous plaît. Et moi, ma fille, je veux que vous vous mariez, s'il vous plaît. Pardonnez-moi, mon père. Pardonnez-moi, ma fille.
Je suis très humble servante au seigneur Anselme, mais avec votre permission, je ne l'épouserai point. Je suis votre très humble valet, mais avec votre permission, vous l'épouserez dès ce soir. Dès ce soir? Oui, dès ce soir. Cela ne sera pas. Cela sera, ma fille. Non. Si. Non, vous dis-je. Si, vous dis-je. C'est une chose où vous ne me réduirez point. C'est une chose où je te réduirai. Mais n'a-t-on jamais vu un père marier sa fille de la sorte? Voilà, Valère. Veux-tu qu'entre nous deux, nous la fassions juge de cette affaire? J'en passerai par ce qu'il dira. Tu rendras-tu à son jugement? J'y consens. Ici, Valère. Nous t'avons élu pour nous dire qui, de ma fille ou de moi, a raison. C'est vous, monsieur. Sais-tu bien de quoi nous parlons? Non, mais vous ne sauriez avoir tort. Je veux, ce soir, lui donner pour époux un homme aussi riche que sage, et la coquine me dit tonner qu'elle se moque de le prendre. Que dis-tu de cela? Ce que j'en dis? Oui? Je dis... Quoi? Je dis que dans le fond, je suis de votre sentiment, et vous ne pouvez pas que vous n'ayez raison. Mais aussi n'a-t-elle pas tort, tout à fait? Comment le seigneur Anselme est un homme qui est doux, posé, sage et fort accommodé, et auquel il ne reste aucun enfant de son premier mariage? Saurait-il mieux rencontrer? Cela est vrai, mais elle pourrait vous dire que c'est un peu précipiter les choses. Comment? C'est une occasion qu'il faut prendre vite aux cheveux. Et il s'engage à la prendre sans dot. Sans dot? Oui. Ah, je ne dis plus rien. Voyez-vous, voilà une raison tout à fait convaincante. Il C'est se bon. faut rendre à cela. C'est pour moi une épargne considérable. Assurément, cela ne reçoit point de contradiction. Il est vrai qu'un engagement qui doit durer jusqu'à la mort ne se doit jamais faire qu'avec de grandes précautions. Sans dot. Voilà qui décide tout. Il y a des gens qui pourraient vous dire que cette grande inégalité d'âge, d'humeur et de sentiments rend un mariage sujet à des accidents très fâcheux. Sans dot. Il est vrai, cela ferme la bouche à tout. Le moyen de résister à une raison comme celle-là. Ouais. Il me semble que j'entends un chien qui aboie. N'est-ce point qu'on en voudrait à mon argent? Ne bougez, je reviens tout à l'heure. Vous moquez-vous, Valère, de lui parler comme vous le faites? C'est pour ne point l'aigrir et pour en venir mieux à bout. Faites semblant de consentir à ce qu'il veut, vous en viendrez mieux à vos fins. Mais ce mariage, Valère! Il faut demander un délai et feindre quelques maladies. Mais quelle invention trouver s'il se doit de conclure ce soir? Vous moquez-vous et connaissent-ils quelque chose? Mais l'on découvrira la fin si l'on appelle les médecins. Vous moquez-vous et connaissent-ils quelque chose? Ne vous mettez pas en peine. Ne vous mettez pas... Ne vous mettez pas en peine, je pense que j'en viendrai mieux à bout. Fais. Ce n'est rien, Dieu merci. Oui, il faut qu'une fille obéisse à son père, et quand la raison de sans dot s'y rencontre, elle doit être prête à prendre tout ce qu'on lui donne. Voilà bien parlé, cela. Ne vous mettez pas en peine, je pense que j'en viendrai à bout. Fais, je m'en vais faire un tour en ville et reviens tout à l'heure. Oui, l'argent est la chose la chose la plus précieuse du monde. Et vous devez rendre grâce au ciel de l'honnête homme de père qui vous est donné. Ah, le brave garçon, voilà parler comme un oracle. Heureux qu'il peut avoir un domestique de la sorte.